Bonsoir, bienvenue à tous dans le Culture PSG du mardi 11 août. Nous sommes à la veille de Atalanta PSG, qu'on attend depuis déjà un certain temps. Nous sommes 4. Je le tiens bien, je crois. Il fallait faire le bonsoir à la Tourelle. Ah, bonsoir. Bon, allez, Oui, j'ai tenté un backflip. Voilà. C'est pas difficile aujourd'hui. Bon, allez, donc, on va attaquer donc ce podcast, même si je ne sais pas dire si c'est alternatif ou pas. Bref, courage à tous pour ça, je m'excuse J'espère vraiment. que t'avais pas d'avis à développer ce soir, Philo, parce que ça va être compliqué. Je n'ai rien à dire de plus. Merde, me dire arrêtez de faire les styles, ça. On est en live. Oui, on est en live depuis ok. 3 minutes là. Mais on Devant 3500 personnes en plus. voit rien, mais c'est normal, j'ai pas On les aime. configuré honnêtement. Vous écouterez en replay. Je suis désolé. Bon, allez, on y va tout de suite. On est parti. PSG Atalanta. La compagnie parisienne. Sandre, qui veut se lancer? Mathieu, Omar. Allez, Mathieu. Allez, Pour la Mathieu. compo du PSG. La compo du PSG. Déjà bonsoir à tous, je crois pas qu'on l'ait dit, mais non, pour le PSG, Keylor Navas dans les buts forcément, Kerrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, ça c'est assez fixe. Je pense qu'on peut ajouter Marquinhos, Gay au milieu. Il y aura sans doute un doute entre Herrera et Paredes, mais ça on va en débattre. Et devant Sarabia, Neymar et probablement Icardi. J'ai vu que Loïc Tanzi avait parlé d'une alerte pour Icardi ce soir, mais j'imagine qu'on va les risquer. En tout cas, si on le risque pas, ça serait directement Choupo-Moting. Donc, il vaut mieux. Enfin bon, ça dépend après, mais bon, je pense qu'il faut mieux risquer Icardi. Icardi que ce soit sérieux, effectivement. Ça lui fera une bonne excuse comme ça s'il rate son match demain et s'il sort à la 52e, on pourra dire que c'est physique. Mais non, voilà, c'est à peu près la compo du PSG qui se préfigure et qui s'annonce. Donc le vrai doute, s'il est évidemment entre Ander Herrera et Leandro Paredes. Je sais pas, Philo, si tu veux qu'on démarre directement sur ce débat-là ou. Oui, globalement, c'est le seul doute, vu qu'on a 11-12 joueurs dispo. Faut y aller, quoi. Parler de ce gros interrogation. En fait, c'est intimement lié au choix du plan de jeu qui sera préparé par Tourelle en vue du match de demain. C'est clair que Ander Herrera et Leandro Paredes, c'est des profils qui sont extrêmement différents. Moi, puisqu'on parle beaucoup de la possible titularisation de Herrera, et qui n'était pas forcément annoncée, mais qui se profile depuis quelques jours, moi, je la vois comme une conséquence d'un plan de jeu où, au fond, Tourelle se dirait, voudrait répéter ce qu'on a pu faire à l'automne, en septembre-octobre, sur des matchs comme face au Real, comme face à Lyon, face à Bordeaux, des matchs à l'extérieur, avec un milieu de terrain assez physique, assez renforcé, et surtout un plan de jeu du PSG qui serait d'aller presser la relance adverse et de s'installer dans le camp de l'adversaire. Et à partir de là, de récupérer les seconds ballons, de contre-presser avec un milieu qui est assez physique, qui peut enchaîner les courses. Et avec ton trio Marquinhos, Herrera et Gay, tu aurais 3 joueurs qui peuvent faire 10, 11, 12 km dans le match sans problème. Donc de ce point de vue, les critères seraient remplis et ce serait assez adapté à ce plan de jeu-là. Là où ça me semble un peu court, c'est que d'une, déjà, c'est pas la même chose de presser la relance de l'Atalanta que de presser Lyon ou Bordeaux à l'époque, qui étaient des équipes qui te rendaient le ballon et qui étaient venues avec des ambitions très très défensives et qui au fond te contestaient pas du tout la domination territoriale. Là, c'est une première chose. L'Atalanta a une relance extrêmement précise, mécanisée, intégrée, et donc il faudra. Donc, si ton ambition et ton plan de jeu passe par la domination territoriale et par le pressing, il faudra que ton plan soit fortement bien rodé. Là où ça me semble assez court, c'est que aussi, c'est sur nos phases de relance à nous, parce que l'Atalanta va forcément t'imposer des moments où ils seront dans notre camp, parce que c'est une équipe qui finit tellement les actions, qui te force à repasser par ton gardien et à relancer par ton gardien, parce que c'est une équipe qui tire beaucoup, donc tu as beaucoup de 6 mètres en fait quand tu joues face à eux. Et de ce point de vue, avec un milieu Herrera, Marquinhos Gay, pardon, au fond, c'est des milieux qui sont surtout adaptés à courir après les ballons qu'ils vont perdre en fait. Et tu abandonnes l'idée de vouloir ressortir sous pression.
parce que c'est 3 joueurs qui vont énormément souffrir quand ils auront leur vis-à-vis, à savoir De Roon, Freuler, éventuellement Gomez sur Marquinhos. Donc de ce point de vue, ça me semble assez risqué sur nos phases de relance à nous, et des phases qu'on sera forcément en mesure de rencontrer sur un match comme celui de demain. Donc c'est là où ça me semble peut-être un peu tendu, un peu risqué, et pas forcément satisfaisant à 100% ce choix de mettre Ander Herrera. Après tu peux acter le fait que tu vas pas bien relancer face à l'Atalanta, une équipe qui presse très bien, et nous sans Verratti, et te dire bon, au moins tu auras trois milieux de terrain qui pourront courir et récupérer les ballons. Bon, ça peut être aussi un parti pris de la part de Tourelle, mais ça me laisse quand même pas mal de doutes comme solution, et j'ai un peu du mal à imaginer qu'on entre sur un match de Ligue des Champions où souvent la résistance à la pression est quand même un facteur qui détermine beaucoup de choses, sans un joueur comme Paredes sur le banc, qui, même s'il n'est pas Verratti et même s'il n'a pas forcément le volume de jeu de l'Italien, a au moins cette qualité de pouvoir résister à la charge des milieux adverses, obtenir des fautes, et aussi trouver Neymar ensuite par des passes entre les lignes, parce que c'est au fond le risque qui te guette avec le trio qui s'annonce, c'est d'avoir un Neymar plus comme quatrième milieu, et quatrième milieu assez bas et déconnecté d'une attaque Sarabia-Icardi qui pour le coup est assez peu autosuffisante. Donc c'est un peu les risques que je vois à ce trio dont on parle avec Herrera titulaire. Simon, j'imagine que tu peut-être éventuellement des options Paredes, ou que sur sa vision de la chose. Je crois pas que ça change tant de choses que ça, en fait. Parce que peu importe le joueur que tu vas mettre au milieu de terrain en remplacement de Verratti, j'ai quand même la sensation que au niveau collectif, le PSG a pas beaucoup de choses à proposer à l'Atalanta. En tout cas, je dis pas qu'on va pas gagner, bien sûr, je suis assez confiant, à vrai dire. Mais je pense quand même que l'Atalanta a beaucoup plus de certitude que nous, et de capacité à faire des choses sur le terrain et à prévoir des choses un peu ambitieuses. Alors que nous, j'espère qu'on s'éviterait un peu cette folie, si je puis dire, parce que on a très peu de choses à faire valoir en réalité. On a certes Mbappé qui pourrait rentrer en fin de rencontre pour changer la donne, peu importe le scénario du match, d'ailleurs, que ce soit enfoncer le clou ou sauver la patrie, mais au vu des absents, de la situation récente avec le manque de rythme, des 2 matchs qu'on a fait face à Lyon et Saint-Etienne, j'espère vraiment qu'on va faire un match très humble, où tu vas avant tout limiter la casse, faire un match très sérieux, c'est-à-dire en Ligue des Champions, ne pas faire de fautes stupides, ne pas faire d'erreurs individuelles, ne pas rendre des ballons que tu dois pas rendre dans des zones dangereuses. Et du coup, je pense que ce soit Paredes ou Herrera, change pas tant que ça. Forcément un peu ta sortie de balle, vu que Paredes peut trouver des passes vers l'avant que ses comparses du milieu peuvent pas trouver. Mais en réalité, je serais plutôt inquiet si on allait voir l'Atalanta avec l'idée de défier leur pressing, de ressortir le ballon d'une manière très très technique, un peu risquée. Et je sais pas pourquoi le fait que le Real Madrid se casse les dents sur le pressing de City il y a quelques jours m'indique quand même que quand t'as peu de certitude technique et que t'as une équipe en face qui sait quoi faire sans le ballon, et la qualité du pressing de l'Atalanta n'est plus à démontrer. J'ai quand même peur que ça puisse nous coûter cher, et qu'il y ait 1 ou 2 buts, ou en tout cas 1 ou 2 grossières erreurs sous pression dans la première mi-temps, et auquel cas ce serait vraiment catastrophique pour le reste de la rencontre. Donc tu peux pas abdiquer dès l'avant-match en disant c'est pas une raison en fait pour ne pas avoir de plan à la relance, parce que la situation où Navas aura le ballon, elle va se répéter plusieurs fois dans le match. Ça c'est sûr. Donc, faudra bien que tu proposes quelque chose, même si c'est pas forcément relancé court d'ailleurs. T'as quand même Bernat. Là, on a parlé des joueurs qui pourraient être alignés, mais on a quand même pas tout à fait évoqué le système. À savoir que si tu joues en 4-3-3, t'aurais a priori des facilités à libérer Bernat face au jeu, parce que éventuellement Neymar pourrait être un leurre un peu pour faire reculer l'Atalanta, et en tout cas fixer un peu la position que ce soit le piston ou que ce soit Toloi le stopper droit, et donc auquel cas libérer Bernat un peu sur le côté, vu que globalement dans l'axe du terrain t'es pris en individuel, mais sur les côtés il te laisse un tout petit peu de latitude, où tu peux quand même toucher le ballon 1 ou 2 fois avant d'être pressé. Et alors que si tu joues en 4-4 de losange, là pour le coup
la manière de presser classique de l'Atalanta avec le 3-2 4-2 3-2 3-2 pardon, avec les pistons qui montent et Papou Gomez sur le 6 qui serait Marquinhos. Là pour le coup le joueur que tu peux libérer c'est Neymar dans le dos du double pivot, qui est encore autre chose, qui est peut-être même plus intéressant, parce que si tu jaillis sur Neymar en individuel dans l'axe du terrain, forcément tu découvres des positions qui sont risquées devant la surface, avec possibilité pour Sarabia par exemple de prendre la profondeur. Après, est-ce que tu as la capacité technique par Navas ou par Kimpembe ou quelqu'un d'autre ou un circuit de trouver Neymar dans le dos du double pivot au pressing? Je suis pas forcément sûr. Et je pense que ça dépend beaucoup du système, en fait. Ou en tout cas de l'animation que tu as choisie, évidemment, mais c'est ce qu'on sous-entend. À savoir que libérer des latéraux, ce serait plus simple. Par contre, en 4-4 de losange, c'est difficile de libérer les latéraux, et je pense que je vais vous publier un schéma sur Twitter pour illustrer un petit peu mon point. Mais dans tous les cas, le plan de jeu un peu classique de Tourelle dans les gros matchs de Ligue des Champions où t'es pas tout à fait sûr de ce que tu veux faire, et qui sont donc des matchs où il avait proposé de la possession un peu défensive, très peu de risques, mais face à des équipes qui pressaient différemment, qui pressaient peut-être moins, et surtout il y avait Verratti sur le terrain. Je crois pas que cette roue de secours-là puisse fonctionner demain soir, sachant déjà que c'était souvent des matchs très inaboutis, que ce soit dans le jeu ou dans les résultats. D'accord. Excusez-moi, je n'ose plus parler en fait. Non, tu peux enchaîner. Non, juste sur le live, on est en derrière sur Papou Gomez. Vous pensez que c'est possible et que ça peut être un des facteurs qui envoie l'Espagnol dans le 11 de départ? Je sais pas si le marquage individuel sur Papou Gomez c'est vraiment une voie à suivre pour le PSG, parce que c'est un joueur qui descend vraiment extrêmement bas parfois. On a des phases de jeu où l'Atalanta, le système de l'Atalanta s'ouvre, les deux double pivots du double pivot que sont De Roon et Freuler s'écartent, s'éloignent de la construction, et c'est Papou Gomez qui redescend prendre la balle dans les pieds des centraux. Donc de ce point de vue, je sais pas si tu prendrais le risque de complètement déstructurer ton équipe pour aller le suivre jusque dans ces zones-là. Donc ça me paraît un peu pas forcément idoine comme solution, mais je sais pas ce qu'en pensez. Déjà qu'on a du mal à garder une structure au milieu et des zones de défense assez simples et efficaces quand on est à 3 au milieu. Si en plus tu mets des marquages individuels type Herrera qui serait meilleur du coup sur Papou, c'est un peu le meilleur moyen de découvrir l'axe du terrain et de donner beaucoup de solutions, avec Marquis qui serait un peu esselé du coup. Je suis pas sûr que ce soit la solution, surtout que mine de rien Papou Gomez, on sait pas dans quelle forme il est après 10 jours sans match, mais je pense quand même qu'il est beaucoup plus mobile qu'Herrera et beaucoup plus explosif sur les premiers mètres. Ça, c'est une certitude. Je suis assez d'accord avec ça, et on pourrait même... Vas-y Omar. Non, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais peut-être élargir, mais en disant, c'est vrai que non seulement l'individuel pur et dur, c'est pas forcément quelque chose qu'on imagine sur un match comme demain, mais même le comportement qui est assez individuel en général du PSG, qu'on avait vu notamment sur le match aller à Dortmund, où on sortait, où les défenseurs centraux, par exemple Kimpembe, mais même Gueye aussi, qui sortaient sur un vis-à-vis parfois très très loin de leur zone, et ça donnait des distances assez énormes entre Kimpembe et Bernat par exemple, ou entre Gueye Verratti aussi. Face à une équipe comme l'Atalanta qui te pose en fait quelques questions, parce que les défenseurs centraux avancent balle au pied, il y a énormément de permutations. J'ai peur que si on a toujours cette attitude vraiment individuelle, mais qui correspond au joueur et qui correspond à la mentalité de Tourelle aussi, on finisse par par ouvrir beaucoup de portes, et on sait que l'Atalanta est éduqué et entraîné pour attaquer les espaces dès qu'ils s'ouvrent. Beaucoup de joueurs qui font des appels à vide. On parlera tout à l'heure peut-être de la possible titularisation de Pasalic, mais c'est un joueur fondamentalement qui fait ça sur le terrain. C'est un joueur qui est comme Valverde qu'on avait affronté au Bernabéu en novembre, qui attaque les espaces libres avec des appels sans ballon. Donc voilà, si on a cette attitude-là qu'on avait lors du match aller à Dortmund, je crains quand même qu'on ouvre beaucoup de portes et beaucoup d'espace au mouvement offensif de l'Atalanta, qui sont multiples et qui sont les joueurs sont habitués à attaquer ces espaces-là. Donc au-delà du marquage individuel vraiment strict, c'est même le comportement individuel de toute l'équipe qui m'interpelle.
Et je me dis forcément que Tourelle va revoir son approche face à une équipe comme l'Atalanta qui a ces caractéristiques-là. Ouais, puis faut aussi partir du principe que peu importe le plan de jeu, l'Atalanta devrait avoir beaucoup plus de mobilité et de capacité à répéter les efforts que toi, en tout cas d'une manière très collective. Du coup, si t'as assez peu de choses à proposer, ce qui semble être le cas du PSG actuellement, au vu des absents et de l'état de forme de tout le monde, je pense quand même qu'il faut éviter de proposer à l'Atalanta le match qui serait idéal pour eux. C'est-à-dire leur donner l'opportunité de te presser très haut en bloquant ta race, leur donner beaucoup d'espace dans les zones de Papou Gomez où sont typiquement les demi-espaces, quoi, voire même un petit peu sur les extérieurs, là où tu pourrais passer dans le dos des latéraux, là où tu pourrais te glisser dans le dos des milieux s'ils sont attirés par leurs adversaires directs. Si on peut déjà limiter les ressources de l'adversaire à ce niveau-là, c'est quand même une partie du problème qui est résolue. Alors certes, on n'est pas très très optimiste ni très enthousiasmant quand on dit ça, mais je pense vraiment que demain le PSG doit jouer comme s'il n'était pas le PSG et faire un match beaucoup plus humble et peut-être s'adapter plus aux forces de ton adversaire que ce qu'on l'aurait fait d'habitude. Tu fais un match plus pragmatique Pragmatique, je sais pas, mais pragmatique dans le sens où tu ferais des choses logiques qui répondent à tes problématiques du jeu. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas être intimidant non plus, notamment offensivement, où tu sais que si t'es capable de mettre un peu de vitesse et de talent dans le dernier tiers de l'Atalanta, alors ils étaient moins en difficulté défensivement ces derniers matchs, c'est vrai aussi, mais ça reste clairement pas leur point fort, et si tu peux créer des situations dans le dernier tiers de cette équipe, globalement, la différence talent défensif de l'Atalanta au rendement offensif du PSG devrait nous être favorable, même si c'est vrai qu'on a perdu notre superbe depuis le retour de confinement et beaucoup de difficultés à créer des situations franches sur attaque placée, par exemple. Après, en fait, moi, le match, si tu résumes, le PSG va se sortir du pressing Atalanta pour justement mettre le ballon dans le mètre de l'équipe adverse, où là, pour le coup, le rapport de force est en sa faveur. Pour moi, le match se résume à cet équilibre un peu de ces deux forces, chacune qui pose quelque chose de très compliqué à gérer. Ne fait pas surtout. Et le PSG qui, lui, de son côté, doit se débrouiller pour arriver dans les 30 derniers mètres de finale nationale récente. Justement, il n'y arrivait pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends ce match, cette façon dont le match et la façon dont j'imagine le PSG, ce que tu penses. Marc, t'as coupé ton micro, ou je sais pas si on m'entend. Non, j'ai pas entendu tout ce que tu as dit, donc j'essaye distinctement de répondre. Je ne sais pas s'il y avait une question particulière, mais en tout cas, je m'inscris assez globalement dans les propos que vous avez pu tenir, Mathieu et Simon. Je pense que le PSG a plusieurs clés de ce match auquel il va falloir répondre assez vite. La première, on parlait de marquage individuel sur Herrera, d'Herrera sur Papou Gomez. Je pense que les déplacements de Papou Gomez sont tellement stupides que ce serait une idée très farfelue que de le prendre en individuel, surtout pour une équipe comme la nôtre qui a très peu la capacité de garder son bloc très court, donc ça pourrait donner des espaces assez terribles. Je pense sur cette notion de bloc court, il y a quelque chose qui va être assez important à mon sens, c'est la façon dont on va gérer les supériorités numériques sur les ailes que l'Atalanta va proposer. C'est en ce sens que je pense que Herrera va être titulaire. C'est peut-être pour fermer le côté droit avec trois joueurs très disciplinés. Pour le coup, peuvent être Sarabia, Herrera et Kerrer, si on combine les trois et qu'on a la meilleure version d'Herrera, on va avoir un peu de capacité de projection de la part de Sarabia dans les 30 derniers mètres, pour utiliser les espaces que laisseront forcément Jim City. Herrera qui va être capable de tenir une ligne de milieu assez basse, et Kerrer dont on sait que il est capable de fermer le couloir et de verrouiller les espaces. Donc ça va être une des clés importantes du match à laquelle il va falloir qu'on réponde.
Après, vous en avez parlé en sous-texte. Il y a comment anesthésier le pressing au milieu, notamment, et tous les 1 contre 1 que va te proposer l'Atalanta dans ces zones-là. Il y a eu plusieurs exemples dans les Ligues des Champions récentes. Je pense au Real de 2017 qui le faisait très bien. D'aucuns constateront qu'on n'est pas outillé tout à fait de la même façon et qu'il va falloir faire le nécessaire pour ne pas se disputer avec le ballon. Mais on va quand même avoir besoin d'étirer les temps de possession pour créer des failles et des brèches pour que Neymar puisse utiliser la diagonale qui s'ouvrira entre Toloi et Caldara forcément à un moment. Donc ça demande de la patience. Quand Simon parlait de faire un match humble, c'est un peu l'expression qu'avait employée aussi Mathieu il y a quelques semaines en parlant de jouer comme une équipe de province, c'est-à-dire beaucoup de sueur, beaucoup d'humilité et des lignes tenues où là le bloc est beaucoup plus fondamental que dans un match de Ligue 1 classique parce que on sait que l'Atalanta est capable de poster leurs 11 joueurs sur 30 mètres, de répéter, de renouveler beaucoup de courses et des phases de contre-pressing alliées à des grands temps de possession. Donc ça, c'est des choses qu'on voit pas ou peu. Le staff a eu le temps d'étudier l'Atalanta sous toutes les coutures. J'ai pas de doute que c'est une équipe qui a désormais plus de secrets pour eux et que demain on va pouvoir apporter la réponse avec tous les arguments que l'on a au sein de cet effectif. Et c'est un quart de finale qui est très clair dans le type de match qui est proposé à mon sens. L'Atalanta a une identité tellement atypique et tellement marquée que on peut deviner ce qu'ils proposeront et les changements qu'ils feront. On sait qu'ils feront le match au moins à 14. Ils ont toujours fait ça et l'aspect 5 changements accentue l'aspect interchangeable des joueurs. Mais le système et les mécanismes, eux, ne sont pas altérés par les changements parce que c'est un vrai groupe. Mais là, on parle de la meilleure version de l'Atalanta, celle qui roulait sur l'Italie pendant plusieurs semaines et qui a peut-être un petit coup de mou en ce moment, on l'espère. C'est clair, Omar, et tu fais bien de dire qu'on se projette sur la meilleure version de l'Atalanta parce que on a beaucoup dit que ce format semblait ressembler au format de la Coupe du Monde et à l'Euro, mais quand tu regardes les quarts de finale et demi-finales de Coupe du Monde et d'Euro, dans la plupart des cas, c'est des matchs extrêmement cadenassés où les équipes sont prises par l'enjeu entre guillemets et sont surtout marquées par la volonté de pas faire d'erreurs. Ont une approche résolument plus conservatrice qu'à l'accoutumée. Donc ce sera intéressant de voir comment se projette l'Atalanta dans le match de demain du point de vue de l'approche. Est-ce qu'ils vont aller avec les mêmes risques que d'habitude, les risques qu'ils prennent sans la balle avec le pressing total sur la relance adverse, mais aussi les risques qu'ils prennent avec le ballon, et ça c'est les multiples changements de poste et permutations. C'est l'énorme liberté qui est accordée, y compris aux défenseurs centraux de l'équipe. On a souvent dit parfois, Toloi, Jim City qui prennent la balle, qui avancent sur 20-30 mètres, qui parfois prennent la position d'arrière latéral avec Attelbourg ou Gozens qui s'avance encore. Caldara qu'on peut retrouver aussi parfois entre les lignes et avec Gomez qui redécroche. Donc c'est des risques qu'ils prennent de façon très habituelle en championnat, mais voilà, est-ce que sur un match de Ligue des Champions, un quart de finale qui n'ont un niveau qu'ils n'ont jamais atteint jusqu'à présent, est-ce qu'ils seraient aussi enclins à prendre ces risques-là? C'est toute la question. Après, tu peux le voir de façon différente. C'est clair que sur un match de demain, le PSG est favori. Eux, ils ont absolument rien à perdre. Donc, ça peut être aussi une motivation pour eux de jouer leur jeu comme d'habitude. Et à ce moment-là, il suffira de savoir si physiquement ils en ont les moyens. Même si la différence ou les creux qu'ils peuvent avoir sont atténués par le banc qu'ils ont. Et effectivement, quand tu as Malinowski, Muriel qui peuvent rentrer à la 60e minute, Attelbourg ou Castagne qui peuvent prendre la place de l'un des deux pistons, c'est quand même des armes qu'ils ont sur le banc pour pouvoir tenir physiquement toute la durée du match. Donc voilà, c'est un peu la question qui se pose, c'est quelle version de l'Atalanta t'auras demain. Mais ce qu'on sous-entend un peu, c'est que c'est surtout l'Atalanta qui fera le match demain.
et nous qui serons en réaction et en adaptation par rapport à ce que eux vont nous proposer. Si on résume un peu ce qu'on a pu dire tous les trois depuis le début. Ouais, enfin, réaction ou pas, mais juste finir sur l'Atalanta, est-ce que toi ou Marc, vous pouvez rappeler un peu comment leur saison s'est finie, parce qu'on a une légère baisse de performance sur les dernières semaines. Bah oui, l'Atalanta. Après, c'est difficile de se baser vraiment dessus parce qu'ils ont assuré leur place en Ligue des Champions très tôt. Et effectivement, les derniers matchs de la saison, on en a parlé sur les différents podcasts, en faisant un petit point Atalanta chaque semaine, étaient moins bons, et notamment le match face à l'Inter, le dernier, qui a conclu leur saison, où effectivement l'Inter a montré un peu la voie en soulignant la façon dont on peut se tirer du pressing de l'Atalanta. Mais est-ce que c'est transposable à ce qu'a fait le PSG, à ce que peut faire le PSG, pardon? Voilà, on n'a pas les mécanismes de l'Inter, on n'a pas non plus certains types de joueurs dans notre équipe. Donc de ce point de vue, on peut pas répéter exactement ce qu'a fait l'Inter. Donc, mais en tout cas, ça pose une question, c'est que quand Navas aura la balle et que l'Atalanta sera en 1 contre 1 sur tous nos joueurs, avec leurs 2 pistons sur nos 2 latéraux, Gomez sur Marquinhos, Pasalic ou même Malinowski sur Kimpembe et Zapata sur Thiago Silva, et les deux du double pivot sur nos relayeurs. Il faudra quand même avoir des solutions. Il faudra avoir un plan, et pas forcément des automatismes, mais au moins une réponse coordonnée de toute l'équipe, soit pour sortir court, soit pour rendre la balle mais être prêt pour jouer les seconds ballons, soit pour jouer plus direct en profondeur. Sur qui, bon, ça c'est la question. Voilà, mais il faudra avoir un plan, parce que c'est une situation de jeu qui va se répéter très souvent, je pense, demain, et que l'Atalanta va forcément chercher, parce que s'ils ont regardé nos matchs, ils les ont bien analysés, ils doivent savoir que le PSG rend les ballons dans ces situations-là. Ils ont dû bien rigoler aussi. Aussi, mais Mathieu, ce qui est enfin apparu assez clair contre Saint-Etienne et contre Lyon, c'est que lorsque l'on relançait court, le côté préférentiel était à gauche. Donc ça veut dire que la relance est travaillée du coup entre Kimpembe, Bernat, Gay, du coup, s'il est positionné là, pour trouver Neymar assez rapidement. On sait, et c'est pas un scoop du tout, que Gay a eu un peu tendance à se disputer avec le ballon ces derniers temps. Ça paraît assez clair que De Roon, Freuler et probablement Pasalic orienteront la relance de ce côté-là pour jouer des seconds ballons, parce qu'on sait qu'ils ont une qualité de frappe à mi-distance qui est très élevée, et ils ont marqué beaucoup de buts, notamment après la reprise de Serie A dans ces zones-là. Ils ont eu des ratios ridicules où ils mettaient à un moment jusqu'à 90% de leurs frappes cadrées aller au fond. Donc ça fait partie de la clarté du match, et Navas aussi a eu tendance à rendre les ballons lorsqu'il utilisait son jeu long, ou parce que il y avait de l'imprécision technique, ou parce que Icardi arrivait pas à connecter et était pas récepteur à ce moment-là. Donc ça me paraît très utopique qu'on se soit trouvé des mécanismes clairs en 72 heures, mais le match de demain va vraiment demander qu'il y a un niveau d'inspiration à ce niveau-là, notamment dans le jeu court et de la prise de risque de ta première ligne défensive avec le ballon, qui va être très très importante. Donc on est forcé d'être à un bien meilleur niveau technique que celui qui n'a été contre Saint-Etienne et aussi contre Lyon par période, où on rendait les ballons en moins de 6 secondes. Ça, en Ligue des Champions, c'est quelque chose qui peut être sanctionné très durement et très rapidement. Moi, j'ai une question, je sais pas si vous me bien. Est-ce que justement le but du PSG en jouant 4-3 avec un milieu Gay, Marquinhos, Herrera n'est pas de faire un match de contre-pressing, va forcer l'Atalanta à avoir le ballon pour justement presser, parce que Paris sait qu'il n'a pas les moyens de jouer ce match avec son jeu habituel? Après, ça dépend de la hauteur à laquelle tu récupères le ballon, Philo, parce que si tu le récupères vraiment bas et que tu laisses l'Atalanta en fait rentrer dans ton camp et que tu le récupères bas, là tu seras sous pression de l'Atalanta sur leur contre-pressing, et t'as pas forcément les armes techniques pour en sortir sans Verratti. Et aussi, t'as pas non plus l'arme de la transition, jouer les ballons directement vers Mbappé,
En tout cas, tu ne l'auras pas durant la première heure de jeu, a priori. Par contre, effectivement, si tu fais un match, je pense que l'ambition, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de faire un match comme tu as pu le faire à Bordeaux ou à Lyon en début de saison, ou face au Real aussi lors du premier match de Ligue des Champions, avec un milieu vraiment physique qui sera capable de presser la relance adverse. Mais là encore, il faudra t'en donner les moyens et il faudra avoir un plan assez clair à ce niveau-là, parce que l'Atalanta est une équipe qui a une relance qui est très travaillée et très performante aussi. Donc, je pense que c'est ce qui est visé, parce que quand tu mets un milieu travailleur comme ça et que t'as pas forcément de vitesse devant, l'idée c'est quand même de jouer dans le camp adverse. Maintenant, toute la question c'est de savoir comment on pourra y parvenir et comment on réussira à faire rendre des ballons à l'Atalanta. Juste une chose, je me permets, parce que on parle beaucoup de la titularisation d'Ander Herrera, notamment par rapport à sa qualité de course, sa compréhension tactique et sa capacité à maintenir une ligne bien tenue. Mais on parle d'un joueur qui a pas fait 90 minutes depuis le mois d'octobre quand même. Donc le manque de rythme, il va quand même être criant à un moment, et pour le coup, c'est un vrai pari, parce que Herrera, bien qu'ayant 30 ans, c'est un joueur assez inexpérimenté, en Champions League. Il a moins d'une vingtaine de matchs, il me semble. Donc c'est pas, enfin, c'est un gros pari pour, je pense, en plus un milieu qui n'a jamais été associé. En plus, on l'avait vu contre nous à l'aller, hein. Il avait fait un match très transparent quand on avait joué le match à Old Trafford, United Paris l'an dernier. Et tu peux rajouter une chose, Omar, c'est que Tourelle a fait un milieu à 2 lors du premier match face à Saint-Etienne, un milieu à 3 face à Lyon. Et dans aucun des deux cas, Herrera avait été titularisé. Donc là encore, se retrouver à devoir le mettre sur un match décisif, alors qu'il a, au fond, est passé comme 5e option au milieu de terrain sur les 2 matchs précédents. Ce serait quand même un sacré pari, et un sacré coup de poker. On n'est pas dans les papiers médicaux, mais c'est possible qu'Herrera risque la blessure aussi. Que pour autant, il est capable, en étant un tout petit peu près, d'avoir du volume. Mais est-ce que niveau carrosserie, il est équipé pour tenir le choc et pas se blesser au bout de, comme face au PSG d'ailleurs, il s'était pas blessé à Old Trafford au match. Si, c'était blessé. Ah voilà. Donc les blessures ont continué cette saison au PSG. Et c'est possible que si tu le mettes, le mec, au bout de 40, 50, 60 minutes, il tienne pas l'intensité. Fasse une cuisse. Alors, s'il a la caisse physique, c'est bien. Mais si les muscles ne tiennent pas, c'est aussi compliqué. Donc, globalement, on a beaucoup d'incertitudes. Il faut, à tous les niveaux. Donc, ça va être un peu le podcast des questions jetées en l'air. Ouais. Et juste toujours sur le débat Herrera-Paredes, il y a une autre question qui se pose, c'est lequel il vaut mieux avoir en cours de rencontre. Parce que au fond, tu pourrais dire oui, on garde Paredes pour temporiser, baisser le rythme du match, etc. en deuxième période. Mais c'est assez incohérent avec le fait d'avoir Mbappé sur le banc aussi, qui lui va te permettre soit d'exploser en transition, soit de jouer vraiment le tout pour l'attaque, si on est mené ou si on a un score à remonter. Donc de ce point de vue, est-ce qu'il vaut mieux pas garder Paredes pour faire cette première partie de match où au fond tu vas essayer de rester dans le coup, de tenir, d'avoir de larges séquences avec le ballon pour pas perdre trop d'énergie et de pas subir les assauts de l'Atalanta. Je pense que c'est une question et c'est un débat aussi qui se pose. Personnellement, tu parlais du côté gauche, de la relance côté gauche, mais avoir Gueye comme ça derrière Neymar, je sais pas comment tu lui remontes les ballons aux Brésiliens. Donc moi je serais plutôt enclin à faire le choix de Paredes. Après il y a la question qui se pose, oui, mais est-ce que c'est pas un relayeur, etc. Il y a autant de façons d'être un relayeur qu'il y a de joueurs qui jouent relayeur. Verratti, tu peux pas dire que ce soit le même type de relayeur gauche que David Silva ou Bernardo Silva ou Phil Foden à Manchester City. Je pense que Paredes, dans une position comme ça, axe gauche devant le jeu, ça lui revient un peu à faire un double pivot. Donc pour moi, il y a un vrai débat qui se pose entre Herrera et Paredes. Après, tu disais que c'était pas forcément compatible de garder Mbappé et Paredes en fin de match parce que tu voudrais un peu anesthésier le rythme du match. Je suis pas certain de ça, dans le sens où si t'as besoin de lanceurs de jeu pour trouver Mbappé haut sur le terrain, voire même dans l'espace, bah c'est ton milieu le plus outillé pour cette mission aussi. Donc c'est possible de pouvoir faire un match un peu humble, disons-le comme ça, avec tes milieux très physiques
qui peuvent couvrir beaucoup de distance, boucher un peu les trous et aider beaucoup tes centraux sur une première heure de jeu après avoir ce qui s'est passé sur le terrain, bien sûr. Mais et ensuite de garder Paredes et Mbappé dans la dernière demi-heure pour éventuellement sanctionner des espaces et peut-être aussi calmer le jeu. Tu vois, c'est pas forcément si incompatible à mon avis, mais encore une fois, il faut déjà passer beaucoup d'obstacles que l'Atalanta va mettre sur ta route et c'est pas une mince affaire. Ne serait-ce qu'au niveau de la relance, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu trouves Neymar dans le dos du double pivot? Est-ce que tu essaies de le trouver dans une zone où tu auras créé une supériorité numérique ou du coup il serait un peu ton Verratti bis en plus offensif, quoi, vu que globalement il y a que ses pieds qui seraient un coffre-fort sur le terrain, pas forcément celui des coéquipiers. Est-ce que tu joues long sur Thilo Kehrer qui pourrait utiliser son jeu de tête, sachant que bon, Gosens en face a quand même du répondant de la tête, même s'il est plus petit. Donc voilà, rien que la manière dont tu vas sortir le ballon va définir beaucoup de choses. Ce que j'espère seulement, c'est qu'il y ait une certaine verticalité, dans le sens où si tu t'amuses trop à faire mumuse avec le ballon devant ta surface en disant c'est bon, on gère le truc, on est en contrôle, on prend notre temps, type Real Madrid face à Manchester City, je crains qu'on aille au devant de grandes difficultés quand même. Après, la verticalité pour la verticalité, tu peux aussi voir le risque de rendre trop vite le ballon. Les ballons, c'est vrai. Ouais, de forcer les passes trop difficiles. Et surtout, en plus, t'as même pas la flèche Mbappé pour dire à un moment, voilà, on envoie loin devant dans le dos des Pistons ou dans le dos de Jim City et Toloi. Voilà, t'auras pas cette arme-là pour repartir vraiment très bas. Donc voilà, à la rigueur, ça me parle plus ce que tu dis sur Kehrer, parce que c'était un grand schéma de relance d'Unai Emery la première saison avec Meunier. Bon, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait non plus avec Tourelle. Navas a les pieds pour le trouver bien 7 fois sur 10. Fallait garder Kevin Trapp en fait. Mais ouais, c'est ça. Mais en fait c'est vraiment la question qui se pose. Et moi, honnêtement, je pense que Tourelle fera le choix de la possession assez basse, et comme il a toujours fait, quitte à descendre Marquinhos entre les centraux par exemple. Tu vois, c'est des choix qui une autre solution, ça aussi, vu que du coup ça oblige Papou Gomez à le suivre. Tu peux isoler encore plus le double pivot de l'Atalanta, et là tu peux peut-être retrouver un petit peu d'air. Moi j'aime bien la solution d'avoir un milieu qui décroche. Alors pas démarrer avec 3 centraux immédiatement, mais d'avoir ce milieu qui vient se glisser soit entre les centraux, soit dans la diagonale centrale latérale, et du coup poser un dilemme à ce que serait le schéma classique de pressing de l'Atalanta. Il y a une autre piste à explorer. Après, c'est pas des trucs c'est des trucs qu'on a vus un peu ponctuellement et tout, mais faut pas se mentir, on n'a jamais croisé d'équipe qui pressait comme l'Atalanta depuis très longtemps, depuis presque date un peu funeste aussi, mais la dernière fois qu'on a vu un pressing qui pouvait ressembler à ça un tout petit peu, ça devait être au Camp Nou en 2017, ou peut-être Saint-Etienne un tout petit peu. Bruges, peut-être. Ouais, peut-être Bruges, mais c'était encore un petit peu différent. Puis t'avais Verratti, mais ouais, Bruges, ça y ressemble aussi, c'est vrai. Donc c'est un peu un saut dans l'inconnu de ce point de vue-là. Je sais pas ce qu'on peut proposer en priorité. Je vous interromps une question concernant Bernat. Pareil, vous avez parlé de Herrera qui pas tenir 90 minutes. Quid de Bernat à votre avis? Est-ce qu'on a le même souci un peu derrière gauche? Ouais, effectivement. Vas-y Omar, c'est pour toi Bernat. Non mais forcément il peut que être court physiquement, donc ça me paraît acquis. Après tu sais que lui techniquement il aura quand même la possibilité de faire progresser le ballon, de l'amener un petit peu plus haut, et du coup aller embêter Castagne et Toloi. Ça ce sera nécessaire. Après avec Bernat, c'est assez clair que du coup ça va demander à Kimpembe de faire un match au niveau des corrections d'un niveau assez exceptionnel. Parce que là, c'est pas un joueur qui va utiliser la diagonale et l'appel dans le dos de Bernat, c'est 3 minimum. Et des fois, il faudra pas être surpris si c'est un défenseur central qui conduit balle au pied dans cette zone-là, parce qu'ils en sont tout à fait capables. Donc
assez content du coup du retour Bernat pour donner un petit peu de continuité à la possession. Par contre, avec Bernat aussi, on sait clairement où on met les pieds. J'espère qu'il est à un bon niveau physique parce que pour le coup, il a un rôle clé et c'est notre côté fort. C'est le côté fort quand on a le ballon. Donc Bernat risque d'être un acteur très très majeur du match de demain. Ouais, je pense que c'est super important ce que tu dis sur Bernat en phase défensive. On l'a suffisamment souligné tout au long de la saison, l'écart qu'il peut y avoir entre Bernat et Kimpembe. Et face à l'Atalanta, t'as un peu le même problème qui se posera que celui qu'on a rencontré face à Dortmund au match aller, qui jouait là encore en 3-4-3. C'est qui sort sur le piston droit, qui sort sur Hakimi, qui sort demain sur Hateboer ou Castagne. Si Neymar fait pas l'effort de ce repli ou s'il est un peu dépassé rapidement, j'imagine c'est Bernat qui devra aller sur Hateboer. Et c'est là que commencent les problèmes parce que c'est là que s'ouvre l'espace entre Bernat et Kimpembe qui a un souci majeur du PSG depuis sur toute la saison. Et effectivement, comme tu l'as dit, l'Atalanta est complètement outillé pour attaquer ces zones-là et encore plus si c'est Pasalic qui joue à la place de Malinowski. Malinowski, bon, c'est plus un joueur vraiment un numéro 10 ou un attaquant de soutien qui va pouvoir enclencher les frappes de loin comme ça. Pasalic, c'est vraiment le joueur qui va attaquer ces espaces, qui va attaquer comme Valverde l'avait fait au Bernabéu et qu'on avait prévu aussi en avant-match à ce moment-là. Pour moi, c'est vraiment une question qui se pose et là encore, le PSG devra sortir demain avec un plan clair. Comment tu fais qui sort quand le piston a la balle et si c'est Bernat qui doit sortir, qui fait les corrections? Faudra faire attention à ce que Gueye ou Paredes, si c'est lui qui est choisi, n'ait pas déjà été éliminé ou n'ait pas été déjà aspiré par la conduite d'un défenseur central, par exemple, la conduite d'un Toloi ou par Freuler de Rune. Et il faudra voir aussi si Marquinhos est en mesure d'aider et de participer à cette correction dans le dos de Bernat. Donc vraiment, le PSG pourra pas faire l'économie d'un plan à ce niveau-là parce que comme tu l'as dit Omar tout à l'heure, l'Atalanta met beaucoup de joueurs sur le même côté. C'est une équipe qui aime charger le côté, qui aime créer des triangles, qui aime créer aussi des losanges même. Ouais, des losanges avec un quatrième joueur qui se rapproche. Là encore, c'est assez pas innovant mais inhabituel comme type d'animation offensive. C'est pas le genre d'équipe qu'on croise régulièrement. Donc là encore, le PSG est prévenu et devra sortir avec un plan clair sur ce type d'action demain. Désolé, j'essaie de parler, mais ça marche pas. Sur l'Atalanta, justement, fait un point compo de leur côté. Mathieu, je pense, ou... Oui, on peut. Ouais, Sky a fait fuiter une compo là en début de soirée avec du coup leur gardien suppléant là, Sportiello. Mathieu, tu me pardonneras pour la prononciation. Non, c'est ça. C'est ça. Merci. Une défense à 3 du coup avec Toloi en défenseur 3, Caldara du coup qui prendrait le lead sur la défense et Jim City à gauche. Après plutôt Castagne que Tebour apparemment. Le double pivot avec De Roon et Freuler et Goossens. Piston de l'autre côté, Gomez et Pasalic associés et Duvan Zapata devant du coup. Donc à peu de choses près, je pense qu'ils sont pas loin de la vérité. Il y avait pas trop de doute sur la compo de l'Atalanta et sur l'organisation. À partir du moment où Ilicic était out, ça paraissait assez sûr, même s'il était là que Pasalic débuterait. Mathieu en avait parlé il y a quelques semaines sur l'approche un peu plus prudente que pourrait avoir Gasperini pour un match comme celui-ci. Oui, puis Gasperini a pris l'habitude d'utiliser Malinowski en joker en cours de match. Ça lui a plutôt bien réussi sur les matchs où il a pu l'utiliser comme ça. Bon, ça reste à confirmer le jour au moment où les feuilles de match seront sorties. C'est des joueurs ça dépend vraiment de ce que voudra faire Gasperini, de spécifique et de ce qu'il aura mis en place, parce que Pasalic et Malinowski, c'est pas les mêmes types de joueurs, donc
ça dépendra vraiment de ce qu'il aura repéré, de quel sera son plan de jeu et de comment aussi il séquence le match, parce que il peut aussi décider de partir avec tous ses joueurs offensifs, avec beaucoup de joueurs offensifs dès le départ, de mettre sous pression un PSG qui arrive avec 4 mois d'inactivité, pas de Verratti pour calmer le jeu, résister à la pression et gratter des fautes. Donc il peut aussi décider de sortir l'artillerie lourde, avec Malinowski et une fois l'avantage qui serait pris dans son idée, de mettre Pasalic pour couvrir plus de terrain en deuxième période, au moment de l'entrée possible de Mbappé. Donc ça peut être aussi une solution qu'il a. Donc ça dépendra vraiment du type de plan de jeu que Gasperini adoptera, le choix entre les deux. Pour le choix du piston droit, c'est vrai que c'est peut-être un peu étonnant d'envisager Castagne à la place de Hateboer, même si Castagne a marqué en Ligue des Champions cette année en phase de poule. C'était plutôt Hateboer qui faisait la saison titulaire et Hateboer qui avait aussi les meilleurs stats au niveau offensif. Donc là encore, faudra suivre. Il est pas gaucher, Castagne? Non, il est droitier. Il est droitier, mais il joue beaucoup à gauche. Ouais, il joue beaucoup. En fait, il joue des deux côtés. En fait, c'est le remplaçant des deux côtés. Et donc voilà, dès que Gosens sort ou quand Gosens a été absent, c'est Castagne qui joue à gauche. Voilà, c'est un peu le remplaçant. Il tourne à 3 sur ces postes-là. Et l'autre joueur non habituel de la compo qui risque de jouer demain, c'est Caldara, donc en position de libéraux à la place de Palomino, l'ex-Messin. Et Caldara qui vient du Milan, qui vient aussi de la Juve et qui jouait à l'Atalanta il y a 2-3 saisons avant de partir au Milan. Donc c'est pour le coup, lui a montré beaucoup de signes de fragilité et des signes inquiétants au niveau défensif sur les matchs qu'il a pu jouer après la blessure de Palomino. Clairement, c'est si t'as des phases de jeu où tu seras amené à faire des centres ou à amener des ballons dans la surface, là clairement c'est un joueur que Icardi doit pouvoir emmener, doit pouvoir feinter, doit pouvoir tromper par un appel, par un contre-appel et se mettre en position de finir les actions. Donc ça c'est évident que c'est un point faible clair de l'équipe. Après peut-être qu'on verra le Caldara de 2017-2018 demain, mais le Caldara qu'on voit depuis la reprise, c'est l'évident point faible et point de fragilité de cette équipe. Est-ce que, on me dit sur le live, il est lent. À quel point il est lent? Je connais très bien. Le problème c'est non, il est lent, mais enfin il est lent. Si tu veux, c'est pas Varane, mais la question c'est que le PSG a pas vraiment de joueurs rapides non plus pour attaquer la profondeur. Donc c'est un peu la question. Donc si tu me dis une course de 50 mètres entre lui et Cardi, je sais pas qui la gagne, mais et surtout il y aura les couvertures qui seront faites du côté de l'Atalanta. Donc je sais pas si c'est vraiment sur la vitesse qu'on doit vraiment aller les chercher. Donc à part évidemment quand Mbappé rentrera, parce que lui pour le coup est plus rapide que tout le monde. Très bien, on a un peu fait le tour des positions données. Peut-être un truc à rajouter au niveau de la manière dont l'Atalanta va attaquer. On peut quand même envisager qu'ils occupent plutôt le côté gauche que le côté droit, parce que le côté gauche c'est quand même leur côté préférentiel, là où Papu Gomez notamment se sent le mieux, vu qu'il peut utiliser les diagonales avec son pied droit et rentrer au cœur du jeu. Je trouve quand même qu'on a un côté droit assez outillé défensivement, dans le sens où c'est un peu une des clés qui comptait lors du match aller face à Madrid cette année, où en fait le 4-5-1 ou la ligne de 3 avec soutien de l'ailier défensive, avec Sarabia qui évidemment fait ce travail défensif même s'il est attaquant, ça permet de vraiment densifier les côtés, parce que du coup t'as ton relayeur, ton latéral, ton ailier qui revient, ton 6 qui peut aussi se mettre côté ballon compenser, le latéral côté ballon à droite qui serait Silva. Et c'est vrai que le fait que notre côté défensif le plus fort sur le papier soit le côté gauche fort offensivement de l'Atalanta, c'est un point qui est rassurant, parce que s'ils avaient toute leur frappe offensive à l'opposé avec Bernat notamment ou Herrera peut-être, moi je partirais du principe de mettre Herrera si jouerais relayeur gauche pour cette raison. Déjà parce que techniquement il a une meilleure qualité de passe que Gay pour trouver Neymar, mais surtout le côté qui est le plus à risque, qui est aussi le côté de Duvan Zapata d'ailleurs, c'est le côté gauche de l'Atalanta, et c'est là où on peut proposer le plus de
de certitude ou d'argument défensivement. Et ça, c'est pour le coup un point d'avant-match qui va plutôt dans notre sens. Ce serait pas du tout étonnant de retrouver Pablo Sarabia sur séquence demain en position de 5e défenseur et de latéral avec Kerrer qui ferait le 3e central. S'il y a des phases où l'Atalanta nous domine vraiment et nous met dans notre camp, au moins tu peux compter sur Sarabia à ce niveau. Et je rajoutais un autre point sur le côté gauche, et c'est vrai, tu peux même compter Jim City qui, pour le coup, des 3 défenseurs, c'est celui qui a le meilleur pied. Et c'est un droitier qui joue à gauche, donc c'est assez particulier. Mais c'est le joueur le plus créatif, courageux, on choisir l'adjectif, mais c'est celui qui aide le plus à la relance du côté de l'Atalanta. Et donc il joue plutôt côté axe gauche. Donc c'est un autre point à prendre en considération. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, Simon, au moins on sera en mesure d'avoir des joueurs qui sont capables de couvrir beaucoup de terrain, beaucoup de kilomètres sur cette partie du terrain. L'Atalanta crée tellement facilement des supériorités numériques sur les ailes pour ensuite les exploiter de manière assez furieuse. Ils ont des combinaisons très rapides, très courtes. C'est étonnant d'ailleurs de voir cette équipe où on dit maintenant dans le foot actuel, il faut surtout rechercher l'espace et exploiter l'espace. Eux, à l'instar de l'Ajax un petit peu l'année dernière, limite on a l'impression que plus il y a de la densité, plus ils sont à l'aise pour être compact, pour garder des distances entre chaque joueur et se trouver un peu les yeux fermés dans un espèce de tourbillon offensif assez impressionnant. C'est une caractéristique qui est rare aujourd'hui dans le foot de haut niveau quand même. Et rétablir en tout cas l'égalité numérique sur les côtés, sur tous leurs côtés préférentiels, là où toi t'as mis le plus de qualité défensive, c'est un point qui est rassurant et il y en a pas tant que ça, mine de rien. Même si on le rappelle, on est confiant. Mais après, ce qu'ils font sur leurs bonnes actions, c'est ce qu'ils sont capables de faire dans leur bonsoir, c'est d'agglutiner beaucoup de joueurs d'un côté et ensuite de renverser sur le côté opposé, où là tu pourras trouver avec le piston lancé, ouais, et plus éventuellement un Pasalic ou Malinowski à sa place. Et c'est avec éventuellement un relais de Zapata entre les deux, quoi. Ils construiraient à gauche, ils trouvent le pivot qui est Zapata, et ensuite ils arrivent à déplacer l'action de l'autre côté avec des joueurs lancés face à une équipe adverse qui est forcément désorganisée vu qu'elle a mis toute son attention sur le côté opposé juste avant. Donc c'est l'une des questions aussi qu'il faudra régler si tu tombes sur l'Atalanta des bons jours, capable de te faire ces renversements là. Il y a des gens sur le live qui disent on va affronter la meilleure équipe. La meilleure équipe, quoi. Tu peux répéter, s'il te plaît? On va pas affronter la meilleure équipe des 50 dernières années, mais juste c'est une équipe qui est vraiment particulière, sa façon d'attaquer et de défendre. C'est un peu surtout c'est une équipe qui a l'air très adaptée à nos faiblesses, en fait. C'est surtout ça qui est important. Après, son standing dans les 50 dernières années, on s'en fiche un peu, quoi. Bah, c'est la meilleure équipe italienne depuis 2020, donc je sais pas après comment tu classes. Donc c'est pas forcément la meilleure équipe italienne des 50 dernières années, mais pour le coup ils ont battu des records de buts qui datent d'il y a plus de 50 ans aussi, donc je sais pas trop. Après c'est clair qu'il faut pas. Je comprends la question dans le sens où il faut pas non plus en faire des tonnes et dire que tu vas affronter c'est ça, je pense. la Hollande 74 etc. Mais faut pas non plus sous-estimer ce prétexte qu'on connaît pas les joueurs en face et que c'est des Hollandais, des Autrichiens dont on n'a jamais entendu parler auparavant, quoi. C'est pas tout à fait ça, et il y a beaucoup d'équipes qui ont buté sur cette Atalanta. Après, comme on l'a dit au début aussi, on se place dans le cas où tu as la meilleure Atalanta possible demain. Tu sais pas comment ils risquent d'approcher le match, tu sais pas s'ils auront les jambes qui vont trembler, tu sais pas si physiquement ils ont plus de jus et la coupure des 10 jours les a définitivement cassés. Tout ça, c'est des facteurs qu'on maîtrise pas et qu'on découvrira au moment du coup de sifflet. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on se place du point de vue de la meilleure Atalanta qu'on ait vue, l'Atalanta qu'on a vue face à la Juve par exemple. Sur l'aspect physique, qu'est-ce que vous avez pensé des équipes italiennes après le championnat, sur les matchs, Juve, Inter et tout ça? Ils sont fatigués? Plutôt des équipes en forme? Bah la Juve était déjà fatiguée avant la Ligue des Champions et a confirmé de toute façon tous les problèmes qu'elle avait face à Lyon. L'Inter au contraire tourne plutôt vraiment bien, et ça Omar sera plus en mesure que moi de le confirmer.
Il y a plusieurs équipes italiennes, contrairement à la Juve, qui étaient en forme au retour à la compétition. L'Atalanta, évidemment, le Milan, l'Inter. Il y a pas mal d'équipes qui ont montré un plutôt beau visage. L'Udinese aussi, qui est une équipe plus modeste, mais que j'ai beaucoup regardé. Et eux, pour le coup, c'est les équipes les plus physiques du championnat italien, et c'est aussi pour ça qu'ils ont réussi à poser autant de problèmes à l'Atalanta, même s'ils ont perdu sur un fil. Après, je pense que la question, c'était surtout les dernières semaines, les derniers matchs. Et les équipes engagées en Coupe d'Europe, mais... Ouais, on parle des clubs majeurs, en fait. C'est vrai. Non, ça pour dire qu'en Italie, j'ai pas trouvé le niveau physique déplorable du tout. Et mine de rien, le fait de jouer autant leur a donné beaucoup de rythme. Après, c'est vrai que l'Atalanta était sur une courbe plutôt descendante sur les derniers matchs. Ils étaient un petit peu moins forts en fin de match, peut-être un petit peu moins saignants. Après, eux, pour le coup, ils avaient plus grand chose à jouer, si ce n'est sécuriser la deuxième place qui aurait été bien pour eux financièrement. La deuxième place qu'ils n'ont pas eu, ils auraient dû la sécuriser. Financièrement, ça aurait quand même changé les choses. Il y a peut-être plus de 10 millions d'écart entre la deuxième et la troisième place, en termes de revenus, je veux dire. Donc ça aurait été bien. Après, leur place en Champions League était assurée. Ils devaient préparer aussi le match face au PSG. Et on ne sait pas dans quelle disposition ça a pu les mettre. Est-ce que ça aura des conséquences demain soir? Je pense qu'on est parfaitement incapable de le dire, mais il faut l'envisager, peut-être. Mais il y a la question qui se pose aussi de la même façon pour le PSG, parce que le PSG a encore plus d'écart entre les deux derniers matchs qu'il a disputés, parce qu'au fond, le match face à Sochaux, parmi les titulaires, tu auras Gay, soit Herrera, soit Paredes, et Bernat. C'est les trois seuls qui ont joué face à Sochaux. Les autres, il y a 12 jours d'écart entre le match face à Lyon et le match face à l'Atalanta. Donc, si tu as des doutes sur le physique de l'Atalanta, tu as forcément des doutes aussi sur le physique du PSG. C'est vraiment la grosse inconnue du match de demain, et plus généralement de toute la séquence qu'on va vivre sur le format de Ligue des Champions. Allô? Ah oui. Ouais, vas-y. Ouais. Non, je pense plutôt sur le terrain, les options tactiques. Dernier thème que j'avais mis ce match, c'était est-ce que c'est le quart de finale à nous PSG justement, vu notamment l'adversaire tout simplement. Est-ce que c'est pas Tu voulais dire là un quart de finale qu'il faut pas louper sous aucun prétexte? Bah oui, parce que interdit de perdre, quoi, comme City 2016 en gros, c'est ça? C'est ça, ouais. Est-ce que c'est pas l'équivalent City 2016, adversaire en théorie moins bon quand même, quoi. Ah, pire que City 2016. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vas-y Omar, tu peux. Ça fait longtemps que t'avais pas parlé. Non, mais pour le coup, c'est une occasion en or à tous les niveaux. Le format sur match sec, le tableau, l'inexpérience totale de l'Atalanta et des joueurs qui le composent fait que ce serait incompréhensible qu'on passe à côté demain dans de très grandes proportions. Ça pourrait arriver, parce qu'en foot, bien entendu, rien n'étant possible, mais l'occasion de se hisser enfin en demi-finale après 25 ans, la bille d'Aloïs d'ailleurs, c'est quasiment servi sur un plateau d'argent. Alors bien entendu, les conditions sont pas optimales de notre côté, physiquement, la perte de repères, il manque deux titulaires indiscutables et probablement trois, pardon. Trois des quatre meilleurs joueurs. Non, mais Di Maria, on savait. Enfin, je veux dire, la prépa a eu des écueils qui font que Verratti et Mbappé sont absents. Pour moi, c'est des arguments inaudibles parce qu'il y a de la qualité autour. Et je pense qu'en 2 ans de travail, tu es quand même capable de battre l'Atalanta sur un match sec et t'offrir une demi-finale contre Leipzig ou l'Atlético. Enfin, c'est obligatoire. Alors, oui, il faut y aller en profitant du cadeau, pour reprendre ce que Tourelle disait, qu'il y a beaucoup de plaisir à être dans ce moment-là, mais les joueurs, le club, le staff, tout le monde a une vraie responsabilité que de faire un match très digne demain pour s'offrir une demi-finale lundi, je crois.
ou mardi. Mais en tout cas, mardi. Merci de me le dire pour que je prenne mes dispositions. Non, mais c'est obligatoire. Vraiment, on a le devoir. Les joueurs se doivent d'accéder à cette demi-finale. Neymar a eu aucun grand soir européen. Je parle du football de printemps, hein, pas celui d'hiver, même si là c'est l'été. N'a eu aucun grand soir européen au PSG. Il est temps que cette erreur soit réparée, par exemple. Et puis globalement, c'est gentil de nous dire qu'ils sont tout ça, mais s'ils passent pas contre à Bergame, non, dégagez tout. Non mais non mais on s'en fout des barbecues, de boire du Fernet dans la coupe de la Ligue. Enfin c'est très bien, hein. C'est des belles images de franche camaraderie qu'on voit tous les jours désormais. Maintenant c'est demain que ça se passe, quoi. Messieurs, à partir de 21h, le couvert il est dressé. Voilà, le couvert est dressé. Il n'y a plus qu'à manger. Non mais ouais, enfin c'est ça, quoi. Enfin, je sais pas à quel point. Pour moi, c'est un peu tu gagnes ou tu dégages, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et je parle entraîneur, tout. Et hop. Ouais, ça marche pas tout à fait comme ça, Philo. Je sais, mais une semaine après, tu reprends la Ligue 1 si tu sors face à l'Atalanta, donc concrètement, tu dégageras personne. Oui, je sais bien que dans le fond, ça marche pas comme ça. Puis après City, le groupe n'a pas été tant changé que ça, par exemple. Échec. Après United, pareil. Dada, pareil. Je sais bien. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas tous les jours l'opportunité de jouer que l'Atalanta en quart de finale, quoi. Non, c'est clair. Il faut quand même bien l'avoir en tête. Alors, c'est une superbe équipe avec un esprit offensif et un collectif qui est vraiment, qui est beau. Faut le dire. C'est une belle équipe. Mais au bout d'un moment, t'as les ambitions du PSG, belle équipe, pas belle équipe. Je suis d'accord avec toi. Il faut trouver un moyen, peu importe comment tu joues demain, et de toute façon, la manière va peu importer. Mais il faut trouver un moyen de passer. Et comme on a dû trouver un moyen de passer face à Dortmund, tu peux pas être dans une situation d'échec qui serait patente si tu sors face à l'Atalanta. C'est le quart de finale où tu es le plus favori parmi les quatre autres quarts de finale que tu as pu jouer sous QSI. Puisque les deux face au Barça, le premier, c'était vraiment apprentissage de la compétition. On y allait en se disant faut pas se prendre une raclée. On va juste c'est juste un match qui sert pour s'étalonner. Le deuxième face à Barcelone, donc la troisième année, où on était complètement diminué face à la meilleure équipe d'Europe qui mettait 5 buts à tout le monde tous les week-ends. Il y avait aucune chance de passer. Face à Chelsea et face à City, c'était plus équilibré avec un avantage pour nous, mais bon, ça restait City qui avait été la meilleure équipe d'Angleterre sur le début de la décennie 2010. C'était aussi le Chelsea de Mourinho. Bon, tu pouvais t'es pas ridicule, c'est pas honteux, t'es pas ridicule en sortant contre ce type d'équipe. Évidemment, si tu sors face à l'Atalanta dont la masse salariale est inférieure au salaire du seul Neymar, bah oui, t'as l'air d'un con, ça inutile de se cacher. Donc il faut forcément trouver un moyen de passer demain, parce que aussi pour le format, hein, comme on l'a dit, on est à deux matchs d'une finale, à 3 matchs de gagner le titre, et à un match de retrouver les demi-finales de Coupe d'Europe 23 ans après, et 25 ans si tu comptes la Ligue des Champions. Donc c'est évidemment une occasion en or, et peu importe la manière demain, et peu importe si t'es dominé, si l'Atalanta fait le jeu ou quoi, il faudra trouver un moyen de passer le museau et de gagner le match. Pour moi, c'est vraiment une histoire de mettre le pied dans la porte. Tu dois te débrouiller pour forcer cette... Pas entendre parler d'arbitre, de jeu. D'un moment, individualité, tu vois, les meilleures, elles sont de côté. Tu as eu, alors, certes, des blessés, Verratti, tout ça, mais t'auras pas 10 fois un tirage pareil, hein. Être la première fois qu'il joue la Ligue des Champions, si je me trompe. Ouais. Voilà. T'auras pas 10 fois l'opportunité de jouer un club bis face à un entraîneur qui a des grandes idées, mais qui est pas non plus un entraîneur de club qui a jamais eu de résultats. Il faut. Et je pense qu'ils sont bien conscients de jeu, mais heureusement qu'ils en sont bien conscients. Après, j'espère qu'ils seront malgré tout, qu'ils seront pas changés par l'enjeu comme ils ont pu
huitièmes de finale contre le Real, match contre City ou ce genre de. Après, moi je m'en fous qu'ils jouent mal, honnêtement. Je sont par lequel on va passer, vraiment le dernier de mes soucis. Hein. Même s'il faut mettre des grandes chandelles pendant 20 minutes contre pressing, moi ça me va tout à fait si c'est le. Que vraiment il y a un gagner et peu importe. Pour moi c'est vraiment. Je suis d'accord. Je suis d'accord. La manière importe peu. On est dans un format de compétition où le niveau de qualité baisse automatiquement. Parce que jouer 180 minutes ou 90 minutes, bah forcément, ça laisse moins de temps à l'équipe qui joue le mieux pour asseoir sa différence définitivement au tableau d'affichage. Les coups sont beaucoup plus possibles. Et de toute façon, on a assez peu de choses à proposer. Et limite, ça me rassurerait de voir qu'on passe en jouant n'importe comment. Au moins, ce serait le signe que l'équipe que les joueurs s'étaient pas non plus trop foutus de nos gueules face à Saint-Etienne et Lyon où on jouait très très mal et si on se met à jouer un football. Toi, tu seras content si on joue mal comme ça demain. Tu seras rassuré en fait si on joue. Parce que si demain on se remet à jouer un football incroyable et que ça tombe du ciel, je me dis mais qu'est-ce qu'on faisait tous les autres matchs, voire le reste de la saison en fait. Donc au moins ça aurait une certaine cohérence et je crois qu'on est attaché à la cohérence ici et à la dignité entre autres. Et si on passe en jouant un peu moche, en ayant le mauvais rôle et en ayant été très 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 cynique sur la manière dont il fallait neutraliser les plus grosses forces de ton adversaire et de capitaliser au mieux sur leurs faiblesses, vu que c'est une équipe mine de rien qui te propose des questions assez claires quoi. Ils ont des points forts très forts, des points faibles qui sont totalement à la portée du PSG pour faire la différence et il faut qu'on fasse le match le plus normal possible en fait. Un peu comme avant Dortmund, on savait qu'on jouait mal, qu'on avait des absents, mais on savait aussi que c'était tout à fait possible de gagner juste en faisant un match normal et en ayant un plan de jeu cohérent que l'équipe fasse score de manière cohérente sur le terrain. Et c'est ça qu'il faut demain. On parle pas de sortir le Real 2017, la Juve 2015 ou le Barça 2015. Donc voilà, il faut quand même un peu remettre les choses à leur juste hauteur, prendre la mesure de ce qui se passe et rester confiant parce que malgré tout, si t'es incapable de verrouiller un petit peu le côté gauche de l'Atalanta et de profiter des largesses défensives et du niveau parfois très inquiétant individuellement de leurs défenseurs, t'as rien à faire au Portugal, quoi. Après, la différence face à Dortmund au retour, c'est que Dortmund est une équipe un peu moins typée que l'Atalanta dans le sens où demain, si c'est l'Atalanta normale, encore une fois, hein, on ne sait pas, ça se trouve, ils vont vraiment la jouer plus conservatrice et avoir un peu peur. Mais c'est une équipe normalement qui va venir te presser, un pour un à la relance. Dortmund, ils ont pas fait ça au parc. Ils ont fait un match d'attente, de conservation du score. Mais à l'aller, ils ont fait un match d'attente aussi sur la première demi-heure. C'est vrai aussi. Mais ils pressaient, mais à une hauteur beaucoup plus basse. Sur des opportunités, quoi. Ouais, à partir du milieu de terrain aussi. Donc, mais on va dire que l'Atalanta, c'est une équipe plus typée, qui a des spécificités assez différentes de celles de Dortmund. Mais je pense pas qu'ils te céderont le terrain comme Dortmund te l'avait fait au match retour, où ils s'étaient mis dans leur camp et ils nous avaient laissé un peu tenir le ballon. Je m'attends pas forcément à ce type de match demain d'Atalanta. Après, encore une fois, on sait pas du tout le type d'approche qu'ils auront. Mais voilà, c'est juste que en fait face à Dortmund, il suffisait de faire des choses simples pour passer parce que tu as une meilleure qualité d'ensemble qu'eux. Tu savais que avec le résultat qui est très très peu confortable qu'ils avaient obtenu à l'aller, le scénario du match était plus ou moins écrit avec le PSG qui allait avoir le ballon et la domination. Là, sur un match comme ça demain, les questions sont un peu différentes. Et avec les caractéristiques de l'Atalanta, elles le sont d'autant plus. Donc je pense il faudra quand même faire plus que ce que tu as montré au match retour face à Dortmund. À moins là encore parce que tu as les individualités, tu peux très bien subir une heure de domination de l'Atalanta, Navas qui repousse tout et à un moment avec l'entrée de Mbappé profiter de quelques erreurs. Ça c'est aussi la beauté du format à 90 minutes sur un match sac. C'est parfois une équipe qui est dominée et qui a pas forcément de ressources dans le jeu, elle peut s'en tirer sur des épisodes. Donc même là, t'as aussi la possibilité de t'en sortir parce que sur la pure qualité individuelle de tes joueurs et notamment du gardien. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais je pense que l'absence de Golini, qui est pas forcément le meilleur gardien italien, mais qui a l'habitude quand même de couvrir dans le dos des défenseurs qui montent, ce type de choses, qui a l'habitude aussi de faire de bons arrêts sur les frappes de loin.
c'est quand même une absence pesante. Et Sportillo, bon, il a joué la Fio il y a 2 ans, mais c'est pas l'un des gardiens les plus sûrs du championnat italien non plus. Donc de ce point de vue aussi, le match-up il est en faveur du PSG. Et même si t'es dominé, tu dois pouvoir t'appuyer sur Navas aussi. Ouais, puis c'est c'est un match de Champions League aussi. Ça veut dire que parfois ça va se jouer sur des trucs qui seront pas forcément du ressort de l'affrontement tactique, mais ça va aussi se jouer sur l'erreur individuelle, sur peut-être un carton rouge, peut-être un ou deux pénaux. C'est clair. Et ça, il faut montrer que le PSG est une équipe beaucoup plus calibrée pour ce genre d'enjeu que l'Atalanta, qui est totalement novice à ce niveau-là. Et ça, c'est des éléments qu'on a du mal à appréhender en avant-match, où on est plus focalisé sur le rapport de force entre les deux équipes, mais qui devrait avoir beaucoup d'importance aussi. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. En fait, on sait pas du tout. Ça se jouera pas que sur la tactique en fait. Sur le match de demain, ça se jouera pas que sur la capacité du PSG à sortir de la pression de l'Atalanta ou à tenir la balle et se créer des occasions en transition. Forcément, il y a d'autres facteurs qui sont moins perceptibles et qui sont moins aussi prévisibles, qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont rendre ce match très difficile à prévoir un jour à l'avance. Mais ces facteurs comme ça, un peu intangibles, normalement, ils sont en faveur du PSG. Si les facteurs sportifs, tactiques, ils sont en faveur de l'Atalanta, les facteurs intangibles de gestion de la pression, d'individualité qui peuvent hausser leur niveau et proposer des matchs au-delà de ce qu'ils font habituellement. Normalement, c'est de notre côté à nous. Donc, la question, c'est jusqu'à quel moment ça peut compenser et dépasser les avantages que pourra avoir l'Atalanta sur le terrain. Non, mais c'est très clair. Et d'ailleurs, heureusement que ça se joue pas que sur la tactique. Jamais, d'ailleurs, j'ai envie de dire, pour aucun match que ce soit, mais pour celui-ci encore plus en particulier. L'Atalanta a déjà réussi sa saison. C'est historique ce qu'ils ont fait à l'échelle de ce club. Ils vont clairement convoquer des choses, on en avait parlé, qui sont au-delà du foot par rapport à ce que cette ville vient de vivre. Et je pense que vraiment ils sont dans l'optique de faire un très gros match demain pour l'offrir au peuple de Bergame. Nous, on a une mission qui est autre, c'est celle d'aller chercher ce trophée duquel on n'a jamais été aussi proche. Bien entendu, les sept autres équipes en lice peuvent toutes le dire, mais il y en a peu qui ont bouffé autant de merde que nous en Ligue des Champions. Il s'agit surtout ces dernières années, pas que de la faute des autres, beaucoup de la nôtre d'ailleurs, à vrai dire. Mais il est temps de laver tout ça et d'aller chercher ce trophée en 9 jours. Ça doit être clairement le seul objectif du club. Ils en ont beaucoup parlé. Maintenant, va falloir se mettre à la hauteur de ce que cette compétition réclame. Il y a des joueurs qui ont déjà eu des très grands soirs dans cette compétition. Navas et Neymar ont déjà fait des matchs clairement historiques. Demain, il y aura même pas besoin de ça pour qualifier le PSG, à mon sens. Mettre beaucoup de cohérence, beaucoup d'humilité dans tout ce qu'on fait et ça devrait suffire. En tout cas, ça leur offrirait vraiment une belle voie royale vers une éventuelle finale, et ça, c'est pas une occasion qui se présente très souvent dans une carrière. Je crois que tu peux conclure là-dessus. Je sais pas du tout à quel point vous m'entendez. Ça va. On t'entend, Philo. Bon, d'accord, tant mieux. Non, voilà, on a fait le tour de cette présentation de l'avant PSG Atalanta. On espère qu'on a été complet. Je m'excuse sincèrement pour le problème de son. Ça sera mieux pour le brief, c'est promis. Et on vous souhaite un bon match à tous, tout simplement. Croisons les doigts et ça va le faire normalement. Voilà, bonne soirée à tous. Encore merci et vraiment excuse mille fois pour tous les soucis rencontrés. Ciao, ciao. Ciao.